c'est l'heure de notre séquence Regards croisés. Deux invités nous ont rejoints sur ce beau plateau de l'espace Diagora à la Beige. Je les accueille, je les remercie d'être avec nous ce matin. Olivier Lavial, bonjour, vous êtes membre du bureau Agri Sud-Ouest Innovation et président du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux. On va voir donc avec vous le côté recherche académique. Peut-être on verra comment l'INRAE embarque la problématique de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et puis j'accueille également Christian Reclus. Bonjour, vous êtes directeur général d'Arteris, groupe coopératif agricole et agroalimentaire du Sud-Ouest. Vous avez un parcours et un engagement très agricole. Vous êtes en quelque sorte notre témoin représentant la production. La première question que j'ai envie de vous adresser, messieurs, c'est tout simplement quelle est votre première réaction à chaud après l'exposé d'Olivier Dauvert? Monsieur Lavial. Je vais commencer. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, INRAE, qui a été créé en 2020, est un institut qui traite des problématiques de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement dans sa globalité. Donc, il s'intéresse fortement justement au lien entre ce qui peut se passer dans l'amont avec toutes les contraintes, notamment des transitions actuellement, et puis ce qui se passe à l'interface des circuits de commercialisation et notamment l'interface avec la grande distribution. Alors, moi d'abord, je remercie Olivier Dauvert pour sa contribution parce que ça a le mérite effectivement d'être assez clair dans son positionnement. J'ai eu peur au départ, tout le long, notamment qu'on parle beaucoup de commercialisation, enfin de l'AGD, et qu'on parle peu finalement de la relation entre l'amont. C'est arrivé au troisième point. Alors c'est arrivé à travers un point qui peut paraître très politiquement correct d'ailleurs. Alors il a corrigé quand même un petit peu après en disant que surtout la solidarité, c'était pas un mot qui devait exister entre et que c'était vraiment une question d'intérêt de chacun. Mais je ne peux qu'abonder sur l'aspect balance ton origine, puisqu'on est en plus au cœur de deux régions dans lesquelles les produits d'origine sont importantes, sont très importants. Par contre, je reste toujours interrogé sur la responsabilité globale, sociétale de la grande distribution, c'est-à-dire que on sent bien que l'idée, notamment d'afficher les origines, en partie, c'est quand même aussi de dire je vais garder le marché des produits haut de gamme, je vais garder au sein de la grande distribution finalement ce qui est en train de partir, même si ça ne représente pas beaucoup, effectivement ce qui est en train de partir sur d'autres circuits de commercialisation. Donc la question moi que j'avais, la réaction que j'avais, c'est très bien d'avoir finalement une valorisation hors coût, mais comment arrive-t-on finalement à faire que le consommateur n'aille pas acheter du poulet polonais moins cher, même s'il sait qu'il est polonais, s'il est beaucoup moins cher effectivement que le poulet d'origine française? Olivier Dauvert, peut-être vous voulez apporter un... Tout simplement parce que dès lors qu'il le saura, ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent arbitreront différemment pour une part. Et que si on considère que l'économie de la conso doit être basée sur cet obscurantisme qui est de ne pas dire d'où vient le produit que j'achète, c'est de toute façon plié à l'avenir. Hashtag Yuka. Regardez à quel point le fait d'avoir mis de la transparence nutritionnelle a modifié les pratiques. Je vous rappelle quand même que le Nutri-Score, dont personne ne voulait, à part quelques huluberlus il y a 5 ans, en disant il faut, et donc avec elle, un petit groupe qui étaient convaincus, et puis comme ils ont fait assez de barouf, ils ont agrégé d'autres, et puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, ceux qui n'y sont pas ont bien compris qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller, et ceux qui avaient des produits Nutri-Score C, ils ont tout fait pour les passer en B, en reformulant. Donc on voit bien que la transparence, elle a des vertus. Bien sûr, philosophiquement, on pourrait faire 4 heures sur la transparence est-elle vertueuse. Bon, ok, mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, de manière économique, la transparence, elle produit des vertus parce qu'elle oblige à une meilleure pratique. On a l'exemple du Nutri-Score, il est factuel. Pour les curieux, vous irez voir sur mon blog, on a fait une étude qui montre l'évolution des produits Nutri-Scorés sur les plats cuisinés en 10 ans. C'est fascinant, l'amélioration des Nutri-Scores. Parce que dès lors que c'est affiché, on n'a pas d'autre choix que d'être bon. Il en va de la nutrition comme de l'origine. Christian Reclus, j'aimerais qu'on vous entende. J'ai dit, vous êtes directeur général d'Arteris. Peut-être un petit mot sur Arteris, un petit mot de présentation. Et puis, Arteris, on le sait, a fait le choix de prendre un engagement en intégrant l'agroalimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors nous sommes avant tout une coopérative dans laquelle le sociétariat et l'engagement de chaque administrateur comptent plus que jamais, puisque vous savez que ce modèle est souvent décrié. En gros, on reproche aux grandes coopératives, et nous n'en sommes pas, d'avoir laissé le pouvoir à la technocratie. Chez nous, le pouvoir, il reste politique, il est partagé avec les technocrates, et notre stratégie partagée sur la migration de cette coopérative agricole qui, il y a 10 ans, était quasi exclusivement producteur de denrées et de matières premières, aujourd'hui fait le choix d'investir dans des savoir-faire. Quand je parle d'investir dans l'agroalimentaire, c'est avant tout des savoir-faire qui ne sont pas historiquement dans l'agriculture, qui étaient plutôt dans l'artisanat, qui sont devenus de l'agroalimentaire et qui n'avaient pas de sensibilité agricole. Les paysans que nous sommes n'étions en aucun cas des commerçants et n'étions en aucun cas des transformateurs. Et nous considérons que cette migration est un moyen pour nous d'aller comprendre et répondre aux consommateurs, et chaque fois que c'est possible, avec nos produits. Et c'est autour de ça que se fait la migration du modèle coopératif chez Arteris. Nous n'avons pas la prétention d'avoir que des produits locaux dans nos gammes, c'est pas possible, il faut qu'on se le dise. Et en ce sens, je salue le discours d'Olivier, que nous avions comme invité il y a peu de temps à notre Assemblée générale, quand nous pouvions encore faire des Assemblées générales en présentiel. Je le trouve toujours rafraîchissant, plein de bon sens. On combat les idées reçues, il n'y a pas d'angélisme et ça nous fait du bien. J'ai une conviction aussi, nous ne vivrons pas sans clients, nous ne vivrons pas sans consommateurs. On a beau être les meilleurs producteurs du monde, on peut se regarder le nombril, on ne gagnera pas notre vie avec ça. Il nous faut un client qui reconnaisse la valeur du produit et qui en paye le prix. Et à ce titre, j'avais une question qui n'est pas traitée dans les propos d'Olivier, c'est cette ferme France qui est en souffrance, qui est, comme il l'a dit, dans la merde, qui perd de la valeur. Dans son propos, il n'apporte aucune piste de réflexion qui pourrait amener une solution. Et je vais le challenger là-dessus en lui disant, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des réflexions autour du consommateur citoyen, est-ce que le consommateur citoyen existe? Est-il prêt de mettre une valeur additionnelle aux produits français, réellement? Pour quelle part? Et est-ce que la transparence, in fine, qu'on va mettre dans l'origine, que je considère essentielle, hein, mais est-ce que cette transparence donne de la compétitivité à la ferme France? Alors, je vous trouve dur quand même sur le fait qu'il n'y a aucune piste, parce que l'origine, c'est à mon avis, à très court terme, la piste la plus immédiate qu'il faut ouvrir. Parce qu'après, on pourrait disserter longtemps sur des sujets qui sont plus de transformation structurelle, la compétitivité coût, l'inversion des flux entre du flux poussé et du flux tiré, ce que vous avez quand même un peu évoqué quand il disait, voilà, mais ce n'était pas le propos du jour, et là, c'est des transformations qui vont prendre vachement de temps. Alors que dès demain matin, mettre que le poulet, il est polonais dans le plat cuisiné, si on veut, c'est faisable. Regardez Intermarché, Leclerc et Lidl, ils ont déjà commencé en 18 mois à faire des choses tangibles. Donc moi, je considère que c'est peut-être pas suffisant, ça ne plaît pas à tous, peu importe, mais c'est ma contribution, et celle du think tank, à une amélioration de la situation pour la ferme France. Parce que c'est la plus immédiate et c'est la plus facile à mettre en œuvre, parce qu'il se trouve que, pour répondre à la deuxième partie, oui, il y a une attente, il y a un terreau qui est plutôt fertile à des produits qui sont plus locaux que mondiaux. Je caricature volontiers. Quelle est la part des clients qui le veulent, qui le peuvent? On n'en sait rien. Personne ne le sait. Les études qui sont du déclaratif ne veulent rien dire. Est-ce que vous êtes prêt à payer 5% de plus pour? Ils vont répondre oui. Et donc, ça n'a pas de sens. Moi, ne pouvant le démontrer d'une manière scientifique par des chiffres, je vais faire de la science, mais par de la sociologie. Parce que c'est aussi une science, la sociologie. Aujourd'hui, vous avez un lien qui se crée plus manifestement qu'avant sur proximité égale qualité. Même s'il n'est pas fondé. Parce que le porc breton, il n'est pas meilleur que le porc danois ou le porc allemand. Il faut arrêter ces conneries. Ou le porc espagnol. C'est pareil. Sauf que, dans l'imaginaire, et en gros, c'est la phrase un peu toute faite, plus le monde se mondialise, plus je veux vivre dans un truc qui me ressemble et je veux avoir que des choses près de moi, cette proximité égale qualité, c'est le sous-jacent sociologique qui permet d'escompter qu'une partie des achats, pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent,
basculeront vers de l'origine France dès lors que le premium sera accepté en termes de prix. Donc c'est indémontrable sur la quantité de consommateurs, c'est indémontrable, il faut arrêter. Mais par contre, sociologiquement, c'est très facile à démontrer. Proximité égale qualité. Le riz au lait que faisait votre grand-mère dans son arrière-cuisine avec les doigts à crassou, dans votre souvenir, il est meilleur que celui que Danone fait aujourd'hui, alors que dans les faits, c'est peut-être totalement faux. Bon. Et bien pourtant, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que c'était fait par votre grand-mère, en proximité affective, dans son arrière-cuisine, proximité géographique. Donc là, vous êtes sur tous les attributs de la proximité, et en matière alimentaire, on en a plein. Le foie gras du Gers, à mes yeux, c'est le meilleur du monde. C'est peut-être pas vrai, les Alsaciens, ils ne comprennent pas le truc, mais les Alsaciens, ils font des conneries sur le foie gras. Bon, c'est mon avis, il n'est pas objectif, mais c'est la réalité qui va guider mon acte d'achat. Donc, c'est la vérité du commerce. C'est un peu gersois peut-être aussi. Oui, tout à fait. Oui. Élevé en plein air, élevé en plein Gers. Monsieur Lavial. Oui, non, toujours un peu dans la même idée, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'on tourne autour de la même chose. La solution de l'origine, elle est effectivement assez naturelle et plutôt intéressante. Il n'est pas du tout garanti, effectivement, que ça permette une juste valorisation, enfin, en tout cas, un volume suffisant hein, au niveau de la vente, et finalement de résoudre le vrai problème qu'on a au niveau de la ferme France, effectivement, d'avoir une juste rémunération et avec des volumes suffisants pour que les agriculteurs puissent continuer, notamment à pouvoir améliorer leurs pratiques, parce que ce qui rajoute une contrainte finalement forte aujourd'hui, c'est qu'on sent bien la pression sociétale sur les changements de pratiques, hein, et on l'accompagne au niveau, vous le disiez, c'est-à-dire qu'une rupture brusque met effectivement les producteurs dans la difficulté. Donc nous, clairement, à INRAE, par exemple, hein, l'objectif, c'est aujourd'hui de dire on accompagne les transitions, mais on l'accompagne sur un terme qui est tenable. Mais faut-il encore que derrière, en accompagnant ça, on arrive à trouver les bons circuits de distribution, etc. Alors j'en viens à une question, finalement, à une question qu'on peut tous se poser, c'est au niveau de notre responsabilité sociétale. Hein, et donc, j'ai regardé un petit peu la grande distribution. Porte beaucoup cette dynamique de responsabilité sociétale, mais quand on regarde un peu, c'est plutôt l'éco-conception des bâtiments, la végétalisation des commerces, etc. Et finalement, on voit très peu l'idée que la grande distribution joue un rôle majeur, doit jouer un rôle majeur dans finalement la capacité à reconstituer un circuit économique vertueux depuis la production jusqu'au consommateur. Donc la solution de l'origine, ok, mais comment aller plus loin ? Est-ce qu'on est capable dans la grande distribution de se dire, par exemple, à l'instar c'est d'actualité, hein, de la notion d'entreprise à mission, hein, qui apparemment marche relativement difficilement dans un système capitalistique, hein, voilà. Est-ce que la grande distribution est capable d'embarquer vraiment une vraie dynamique autour de la responsabilité sociétale sur la problématique qui est la nôtre ? Moi, je suis frappé du fait que il y a, et un peu chez vous là, dans le sous-jacent que j'entends, l'idée que l'effort serait par principe à faire par la distribution parce que c'est la distribution. J'entends aussi que l'origine, c'est pas assez, c'est pas si. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Moi, je suis très terre à terre. Les trucs sur Yaka Faucon, je comprends pas. Donc, pourquoi demander à la grande distribution ce qu'elle pourrait faire d'autre que s'engager sur l'origine, si on n'accepte pas intellectuellement de commencer par demander à l'industrie qui n'a pas signé ce manifeste sur l'origine, de commencer par le signer, bordel. Putain, on va quand même mettre les problèmes les uns après les autres. Oui, la distribution, c'est pas des enfants de cœur, et comptez pas sur moi pour dire qu'ils n'ont que des vertus, loin s'en faut. Mais on va quand même arrêter de considérer que par principe, c'est le vilain petit canard. Pourquoi cette posture-là qui, accessoirement, ne les met pas dans des dispositions pour être constructifs comme ils pourraient l'être ? Ils ont une force terrible, ils ont la main sur 80% des mètres carrés commerciaux. Au lieu d'aller les braquer, utilisez-les. C'était le sens de mon propos final. Le meilleur allié de la ferme France, c'est la distribution. Si on aligne ce qui peut être aligné, l'origine en est un. Donc avant de demander ce qu'ils pourraient faire d'autres, commencez par demander aux industriels pourquoi ils ne signent pas le manifeste sur l'origine. Et à ce moment-là, on essaiera d'imaginer ce que la distribution peut faire de plus. Cette première étape, elle l'a fait. Je rappelle, ils ont tous signé. Tous. Qu'est-ce que je peux faire de plus ?
que d'aligner toutes les signatures sur un manifeste de tous les distributeurs. Voilà. Donc, on parle aux industriels et on leur dit « venez ». Et puis après, on verra ce que les distributeurs peuvent faire de plus. Christian Reclus. Je ne vais pas réagir à ce propos parce que je partage assez cette idée que le distributeur peut être notre allié. Et quand je dis le distributeur, je ne fais pas la différence entre la grande distribution, la GMS, des commerces spécialisés. Je crois que l'agriculture a besoin de toutes les formes de commerce qui existent si elle veut promouvoir ses produits. Je suis d'accord sur l'idée que nos produits méritent d'être accompagnés par les producteurs que nous sommes d'une autre manière que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Je fais mon mea culpa, j'ai participé depuis 20 ans, on change progressivement, mais il y a un point que j'ai entendu tout à l'heure qui me semble une évidence, c'est que quand le politique ou le législateur impose un prix, ça ne marche pas, puisque un prix doit être accepté par le client, et la seule chose qui compte, c'est ça. Par contre, j'aurais aimé entendre un propos, une réaction à l'effet positif, négatif ou sans effet, je ne sais pas, de ce qui a été imposé depuis maintenant 2 ans dans l'échange client-fournisseur des Egalim. Bon, Egalim, comme toutes les lois, bilan forcément mitigé. Au crédit d'Egalim, je dirais la prise de conscience que l'alimentation est une matière un peu différente de toutes les autres matières dans l'économie, parce que c'est la vie. La bouffe, c'est la vie. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. Voilà pourquoi nous militons aussi, petite parenthèse, au sein du think tank, pour inscrire l'éducation alimentaire dans le programme scolaire et que ça soit sanctionné au moment du brevet des collèges par une épreuve. Après tout, on nous apprend à compter, on nous apprend à parler anglais, on nous apprend à écrire le français, pas très bien par moment, mais on essaye. Et pourquoi ne nous apprend-on pas à manger? C'est un sujet de santé publique et accessoirement de souveraineté aussi alimentaire. Bon, donc rien que pour ça, Egalim, remettre l'alimentation sur un piédestal presque sociétal, c'était très bien. Après, et c'est là où dès lors que le politique fait de l'économie, on perd du temps. C'est que imaginer qu'il suffit de dire il faut arrêter la guerre des prix parce qu'un ministre l'a dit. Dieu sait que je me suis opposé à Stéphane Travers là-dessus, puisque nous, on était partie prenante, eu égard au think tank des États généraux de l'alimentation. Il ne faut pas dire on arrête la guerre des prix. Il faut créer les conditions pour qu'elle s'arrête. Qu'est-ce qui fait qu'une guerre des prix s'arrête? Quand il n'y a plus de raison de faire la guerre, enfin, qu'est-ce qui fait qu'une guerre s'arrête? Quand il n'y a plus de raison de faire la guerre, ou quand il n'y a plus de soldats pour la faire. C'est les deux seules conditions. Ce n'est pas parce qu'on a décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Donc aujourd'hui, il y a des raisons objectives de faire la guerre des prix. J'ai tenté de vous le démontrer, c'est notamment le fait que l'économie de la conso, elle est challengée par le fait que la conso ne progresse plus et les capacités progressent. Donc je suis personnellement favorable à un moratoire sur les surfaces commerciales. En disant ça, je me fais haïr par tous les patrons de distrib. Je m'en cogne. Parce que je pense intellectuellement que si on rééquilibre les capacités et la demande, on va même si c'est pas très libéral, même si ça a des tas d'effets, il y a des tas d'externalités négatives, et on fait le lit du e-commerce, tout ça, enfin, rassurez-vous, j'ai bien compris le truc. Ouais, mais si on commence pas par rétablir les capacités et la demande, la guerre des prix, elle continuera. Donc, il faut déjà commencer par ça. Et imaginer que le ruissellement puisse se décréter, c'était un non-sens absolu. Bien sûr, Leclerc, Intermarché, Carrefour, Cora, ils gagnent plus d'argent sur le Nutella aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont réinvesti depuis. Que je sache, les rentabilités, elles n'ont pas explosé. Vous avez encore des groupes qui perdent de l'argent en France. Les hyper Carrefour, on en a un ici. Vous savez que les hypermarchés Carrefour, les 250 hypermarchés Carrefour, ils perdent chaque année entre 50 et 100 millions d'euros. Je ne veux pas vous faire pleurer. Hein. Ils perdent entre 50 et 100 millions d'euros, loyer non payé. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous êtes un chef d'entreprise. Bon. Ben, manifestement, ce n'est pas encore le paradis, cette activité de distribution. Vous en avez d'autres qui gagnent leur croûte, hein, aucun souci. Mais vous voyez, Egalim, ça n'a pas enrichi les distributeurs comme ça a été présenté, parce qu'ils ont réinvesti ça au nom de la compétition. Donc ce mécanisme-là de ruissellement, il était perdu d'avance. Donc moi, je pense qu'il faut un moratoire sur les surfaces commerciales, et je pense aussi qu'il faut accepter intellectuellement l'idée d'une forme d'administration des prix. Les rapports Papin et Benoît le disent un peu là très récemment, c'est-à-dire que on peut imaginer sanctuariser un peu plus le prix des parts fermes, mais uniquement que si dans le même temps on bosse sur l'origine, parce que sinon on fait le lit des importations, hein. C'est écrit. Donc
la sanctuarisation du prix amont ne peut pas se faire s'il n'y a pas la démarche sur l'origine. Et tant qu'on fait que l'un, on court à sa perte. C'est ce qu'on a fait sur le prix du porc à 1,40 € il y a 5 ans. Voilà. Donc, si on ne fait pas les deux, ça ne marchera pas. Et c'est pas complètement une garantie. Oui, mais moi je crois qu'on a le devoir d'expérimenter dès lors que c'est des choses un peu intellectuellement solides. Et que ce n'est pas parce qu'on n'est pas certain que ça marche qu'il ne faut rien faire. Parce que vu la situation de la ferme France, on peut effectivement ne rien faire pour éviter de prendre des risques. Mais par contre, on sait que la souveraineté alimentaire ne sera plus assurée. Ça, c'est écrit. Hein. Les courbes sur le long terme, elles sont quand même frappantes. Hein. On va prendre encore quelques minutes parce que les échanges sont intéressants. Olivier Lavial, moi, je voudrais que vous nous expliquiez peut-être en quelques mots comment justement l'INRAE embarque cette problématique de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement aujourd'hui. Tout simplement parce que de toute façon, on ne peut plus dissocier ces différents combats. Hein. On est dans un monde de transition, voilà, qui commence effectivement par des vrais enjeux de société. Hein. C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup de consommation, mais on peut parler du citoyen aussi, hein, qui effectivement cherche à trouver au-delà de l'origine, hein, vraiment. Et encore une fois, je trouve que l'idée d'afficher clairement et d'essayer de tendre vers un choix de consommateur, vers des produits vertueux, on va dire, parce qu'ils sont étiquetés locaux, etc., doit embarquer aussi le fait que ces produits et l'agriculture française de manière générale est quand même une agriculture qui se pose les bonnes questions aujourd'hui, hein, qui se pose les questions des transitions, qui se pose les questions aussi des questions liées au fait que de plus en plus les agriculteurs, les producteurs sont soumis à des stress biotiques, abiotiques, qui font que globalement, il est de plus en plus compliqué aujourd'hui et finalement d'obtenir cette compétitivité qui résoudrait tous les problèmes. Hein. C'est clair qu'aujourd'hui, si on supprime tout ce qui est contrainte liée à la production et à l'obligation de faire ces transitions, finalement, les relations avec la distribution derrière seraient bien plus simples. Hein. Voilà, donc finalement, on sent bien qu'à partir du moment où on s'embarque au niveau d'INRAE sur l'appui aux politiques publiques aussi, hein, sur cet accompagnement des transitions, nécessairement, si on ne veut pas passer pour des gens un peu légers qui ne travaillent finalement que sur l'aspect purement agrotechnique, on doit embarquer toute cette problématique simplement de dimension économique de l'agriculture et des transitions. C'est bien pour ça que l'idée, c'est aujourd'hui de travailler de plus en plus sur des approches très pluridisciplinaires. Enfin, vous savez de manière générale, hein, que dans la recherche, notamment, les aspects sciences humaines et sociales, les aspects économiques viennent très vite muscler un tout petit peu les approches aujourd'hui sur des approches qui ne seraient que dans de la dimension agrotechnique. Donc INRAE, depuis quelques années, a affiché son intérêt pour la notion d'impact, par exemple, hein, et on sent bien que dans les années futures, l'impact des transitions, il va falloir la prendre dans toutes ses dimensions et notamment travailler au maintien effectivement de la compétitivité des productions. Donc c'est bien dans cette globalisation de la problématique que INRAE se positionne. Christian Reclus, un mot sur l'engagement d'Arteris, hein, sur le rapprochement du produit issu du territoire pour l'apporter jusqu'au consommateur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Je vais déjà partir d'un constat qui est le nôtre. Nous sommes une coopérative basée sur les territoires qui sont probablement les moins productifs et chargés de plus de handicap que d'autres. Nous sommes sur la zone méditerranéenne et sur des territoires secs du Lauragais et de la région toulousaine. Fort de ce constat, nous avons rajouté un certain nombre de contraintes de production et des marchés mondiaux qui ne nous ont pas aidés sur un grand nombre de productions puisque les prix sont restés bas. Au final, c'est à peu près 20% de la capacité de production de cette ferme qui a été perdue en 4 ans sur le plan végétal et céréalier. Notre question, elle est simple, c'est que pouvons-nous faire sur ces territoires ? 2 axes. Produire à nouveau ce que le consommateur localement va consommer, à savoir du frais, parce que le frais local, ça nous semble être le sens de l'histoire, et ces territoires-là, même si nos coûts de production sont supérieurs à ce qu'on a ailleurs, par la proximité
et nous sommes en lien avec la grande distribution, donc je n'ai jamais parlé mal d'eux, et même si vous êtes souvent en train de les défendre, moi je ne les critique pas. C'est des acteurs, ils font leur travail, ils défendent leur beefsteak, ils ont un modèle qui est mis en cause, ils se défendent. Donc on a besoin de ces gens-là et de tous. Deuxième axe, c'est de dire, une fois qu'on a relocalisé des productions qui avaient disparu de nos territoires, la misère du Roussillon, pour moi, il y a quelque chose à faire là-dedans. On ne peut pas rester avec un Roussillon qui a perdu toute sa valeur, alors qu'il a des atouts, il a du soleil, il a potentiellement de l'eau dans certaines plaines, et il a capacité à amener sur le marché des produits de qualité, en proximité, dans les bassins, aux 300 km autour de nous, il y a de quoi consommer. Donc on ne sera jamais des grands exportateurs, on a un territoire qui a perdu de la valeur. Pour autant, un grand nombre de savoir-faire existent sur nos territoires en termes d'agroalimentaire, qui ne se préoccupent pas de sourcer localement, et qui se préoccupent qu'une chose, c'est servir leurs clients et leurs consommateurs comme ils l'ont toujours fait. Il se trouve que dans l'agroalimentaire, il y a un grand nombre d'entreprises qui sont au moment de la transmission de leur patrimoine ou de leurs entreprises. Et nous sommes dans cette logique-là, à la recherche de toute entreprise qui a un savoir-faire, un marché, une clientèle, la capter modestement, avec nos moyens, pour intégrer progressivement nos productions dans ces filières-là. Je dis bien progressivement, chaque fois que c'est possible, sans détruire les modèles. Et c'est autour de ça que se fait progressivement notre croissance, que ce soit dans l'agneau avec tout le pôle qu'on a sur la région parisienne qui touche le distributeur, B2B, B2C, que ce soit sur la région lyonnaise ou dans la région plus en proximité avec les conserveries qu'on a pu reprendre et le réseau de magasins alimentaires de proximité qu'on est en train de lancer, puisqu'au mois de mai, on ouvrira notre nouvelle enseigne sur Toulouse. Donc c'est autour de ça que, modestement, nous voulons réinvestir ce territoire de consommation en utilisant les savoir-faire du passé et en les adaptant à nos productions au service des consommateurs locaux. Et j'en terminerai avec une question à Olivier que nous nous sommes posés. Dans le cadre de cette solidarité entre les plus nantis et les plus pauvres, effectivement, le consommateur moyen n'a pas la capacité à acheter tous les jours des produits festifs, ni des produits de qualité, ni des produits tracés, ni des produits haut de gamme. Peut-on dire qu'à terme, avec ce qui se passe sur la ferme France, c'est un peu politiquement incorrect ce que je vais dire, la ferme France ne nourrira que les plus nantis? Non, c'est aussi pour ça que le travail sur la compétitivité devra être mené en parallèle au travail sur l'origine et qu'il va quand même falloir expliquer aux paysans français, à une part d'entre eux, qu'ils ne sont pas assez bons et qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui le fait. On attendrait ça du syndicalisme agricole, d'aider à cette montée en compétences, en capacité, en compétitivité. Dans les faits, paix à son âme, à part Xavier Belin, personne n'avait accepté d'avoir cette logique-là économique au service d'une vision syndicale. On est désormais, et je ne dis pas que ce qu'elle fait est mal, mais malgré tout, on est plutôt dans une forme de posture, de revendication, de solidification d'une base, même si elle est moyenne. Le syndicat dominant, en l'occurrence la FNSEA, même si ça a bougé, ok, mais ne pose pas assez le problème de la compétitivité. Je veux vous prendre un cas précis, quand les indicateurs de coûts de production qui sont dans la loi Egalim indiquent par exemple que le prix pour le lait c'est 405 € la tonne et qu'il ne faudrait pas négocier à moins de ça, bon, ça fait doucement rigoler quiconque sait en réalité à quels sont les niveaux de prix sur les marchés et parce qu'on a fixé des niveaux au niveau du plus petit dénominateur commun pour englober tout le monde. Tant qu'on ne revient pas culturellement sur cette façon d'envisager la ferme France, vous êtes peinard que on ne fait pas en sorte que les moins bons progressent pour être moins mauvais qu'ils ne l'étaient avant. Et que du coup, à 405 € la tonne, d'abord je vous rappelle que les laits équitables, ils sont payés 390. Donc ça veut dire que le prix de revient minimum serait encore au-dessus des laits équitables. Non mais soyons sérieux. Vous voyez bien qu'on a d'abord une révolution culturelle à faire sur le lien entre compétitivité et agriculture et qu'il y a des tas de sujets qui montrent qu'on n'est pas mûr. Ça c'en est un. Le fait qu'on s'incline devant des projets à plus grande échelle, la ferme des 1000 vaches, c'est un symbole, une caricature, ok très bien, mais que finalement on s'incline pour que ces projets-là ne voient pas le jour, c'est qu'on n'a pas accepté l'idée de la compétitivité agricole. Et donc ça, c'est ni les distributeurs, c'est pas Leclerc, c'est pas Carrefour, c'est une volonté politique et syndicale de revendiquer
la direction que la Ferme France devrait prendre. C'est endogène, c'est pas exogène. Donc à la Ferme France de se lever, de dire c'est comme ça, on veut des grands outils, il en faut. Il ne faut pas que des grands outils. La diversité des modèles, c'est la solution, mais dans le mot diversité, il y a tout. Alors que là, on est en train de nous expliquer que non, il faut faire que l'agriculture à la papa, Martine à la ferme. Martine à la ferme, effectivement, ça ne fera manger que les gens nantis, que les bobos. Alors, on arrive doucement au terme de cette séquence très intéressante. Moi, j'ai une question que je vais adresser à la cantonade finalement. Quel appel lancez-vous au pôle Agri Sud-Ouest Innovation? Ils sont près de 200 connectés qui vous regardent et qui vous écoutent depuis ce matin. Qui veut se saisir d'une réponse? Moi, j'y vais, secouer le cocotier pour embarquer tout le monde dans la direction de l'origine. Ce n'est pas le seul levier, mais c'est le levier le plus opérationnel à court terme. Donc, que ceux qui connaissent des gens qui sont contre, je pense à toutes les associations là, qui sont pour et celles qui sont contre, ils remuent, ils renversent la table parce que de toute façon, sans travail sur l'origine, on n'élaborera pas la barrière marketing que représente cette espèce de label sur le produit, il est français ou il n'est pas français. Mais quand il n'est pas français, je sais d'où il vient. Donc la seule chose que je voudrais vous dire, c'est rejoignez ce combat de l'origine. C'est valable aussi pour vous. Quand vous faites du porc-eux, il va falloir arrêter de le mettre sur vos boîtes de conserve. Je vous le dis tout de go. Parce que je le pense et je vous ai déjà allumé publiquement, donc je peux le faire ici en plus petit comité, ça ne me pose aucun problème. Donc il ne suffit pas de dire qu'on comprend le truc, il s'agit de le faire. Voilà. Et de faire en sorte que ceux qui font comme vous viennent aussi avec vous, parce que vous aurez encore plus envie de le faire, parce qu'il n'y aura pas de distorsion de compétitivité négative à votre détriment. Donc embarquez tout le monde pour le chantier de l'origine. Ce n'est pas le seul, mais c'est le premier. Christian Reclus, je vous laisse répondre à l'attaque déguisée. Oui. Notre port, il est effectivement de l'Union européenne, puisqu'il est soit breton, encore que la Bretagne, c'est toujours en Europe, j'espère. Donc les pratiques bretonnes me semblent manifestement encore acceptables, et occasionnellement espagnols, puisque vous savez que nos voisins espagnols sont des gros producteurs de porc, challengers des Bretons, voire même leaders peut-être. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre sur vos libellés, non plus UE, mais France, Espagne, et d'avoir une comptabilité matière, dont je pense que vous l'avez, sinon vous êtes vraiment une mauvaise boîte, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus, qui me permettrait de savoir que sur un cycle complet d'une année, c'est quand même assez robuste, eh bien, il y a, si c'est le cas, 80% de porc français et 20% de porc espagnol. Bon sang de bonsoir. Ça ne me paraît pas inaccessible si on le veut. Et donc, on est toujours dans cette forme d'hypocrisie. On est à peu près tous d'accord pour, oui, mais bon, mon porc, il est breton, donc il est UE. Non, le porc breton, il n'est pas UE. Le porc breton, il est français et le porc espagnol, il est espagnol. Alors, nous avons racheté cette entreprise il y a maintenant 2 ans. Nous héritons d'une situation que nous corrigeons tous les jours. Je vous annonce simplement que, par exemple, aujourd'hui, nous lançons avec l'IGP haricots de Castelnaudary une introduction dans une gamme MDD, 100% IGP haricots de Castelnaudary. Donc, il faut laisser le temps au temps. Nous avons pris cette entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ses savoir-faire et son historique. Et nous allons capitaliser sur ces savoir-faire pour y introduire les bonnes pratiques qui nous semblent celles que vous prônez. Il n'y a pas de doute. Moi, j'attends beaucoup du pôle de compétitivité sur la compétitivité de l'agriculture. Continuons à labelliser des démarches qui amèneront de la productivité à l'agriculture, qui amèneront des facilités de travail, qui en réduiront ses coûts de production, son ergonomie, ces pratiques vertueuses par rapport à l'environnement. Je crois qu'un des enjeux de notre agriculture, si elle veut continuer à nourrir tous les citoyens, même les moins nantis, il faut qu'elle soit compétitive. Et pour être compétitive, elle a besoin de moderniser tous ces actes de production et toute la chaîne de transformation. Donc continuons dans ce sens, au service de l'agroalimentaire local, ou pas, peu importe, de l'agroalimentaire, et au service de l'agriculture. Olivier Lavial, je vais vous laisser le mot de conclusion avec un appel peut-être. Oui, mais non, également. Mais je dirais des choses assez semblables à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le pôle de compétitivité, notamment, enfin tous les acteurs du pôle de compétitivité doivent bien savoir qu'effectivement l'innovation est un moteur extraordinaire avec des ambitions qu'on doit tous partager. Alors on les partage finalement, c'est accroître la compétitivité effectivement, parce que sans compétitivité, il y a effectivement pour le coup des batailles et la guerre continuerait.
continuera si on n'a pas de notre côté effectivement cette possibilité-là. Donc on est dans un contexte de transition, encore une fois, compliqué, où on doit s'adapter, où on doit aller chercher effectivement une agriculture plus vertueuse, mais aussi plus compétitive. Et ça passe beaucoup par l'innovation, ça passe beaucoup par le lien de tous les acteurs de l'innovation, que ce soit les acteurs de la recherche, les acteurs du développement, et puis les entreprises. Et donc le pôle joue un rôle formidable là-dessus, je pense, sur nos 2 régions, et donc accompagnons-le et jouons groupés. Merci messieurs, merci infiniment Olivier Devers pour cette présentation tout à fait pertinente. Merci Olivier Lavial, merci Christian Reclus pour vos réactions, vos questions tout à fait pertinentes aussi. On va passer à la séquence...